Philippe Guillemant est un ingénieur physicien français diplômé de l'École centrale Paris et de l'Institut de physique du Globe. Il est docteur en physique du rayonnement et directeur de recherche. Il exerce son activité au CNRS, le Centre national de la recherche scientifique, où il est ingénieur de recherche hors classe. Il aura par ailleurs reçu la médaille de cristal du CNRS en 2001. Je vais rebondir sur conscience, puisqu'on va justement peut-être détailler un peu plus. C'est pas tout à fait ce qu'on apprend à l'école. Euh, Peut-être parce que à l'école, on suit des croyances que vous appelez pseudo-scientifiques. Et je voudrais qu'on revienne sur ces 10 croyances que vous avez répertoriées, de ce qu'on a appris, et notamment sur la primauté du cerveau sur tout ce qui se passe, toutes nos représentations du monde, alors que finalement, ça serait l'inverse. Ça serait d'abord la conscience avant le cerveau. Mais vous allez le dire beaucoup mieux que moi, je le sens, Oui, je pense. il y a, il y a plein d'angles sous lesquels on peut aborder les choses essentielles. À chaque fois, c'est un peu le hasard qui fait que... Alors donc là, l'essentiel où on veut aller, c'est... oui. Alors, Les 10 dogmes du matérialisme scientifique ah oui, on passe par là vers la d'abord. Ok, conscience. C'est le chemin. c'est vrai, j'ai Merci. failli. Donc, oui, on parlait de croyances pseudo-scientifiques. En fait, il y a des croyances scientifiques qui deviennent des croyances pseudo-scientifiques parce que la science a fait des progrès et que, bon, ben, finalement, on s'aperçoit que c'était faux. Par exemple, le Big Bang, on a longtemps pensé, bon, ça a toujours été une hypothèse, il pouvait y avoir un événement originel qui fait apparaître comme par miracle la matière et l'énergie. C'est un peu la pensée magique des scientifiques. Et finalement, on se rend compte que non, il pourrait y avoir un grand rebond. Et en plus, comme le temps n'existe pas réellement, que le temps est une illusion, il faudra que je revienne là-dessus, on peut considérer même que le Big Bang est encore là. Et donc, ça n'est certainement pas un début. Mais ça pourrait être un connecteur qui nous relie à un autre versant de notre univers, par exemple. Autre chose, la théorie de Darwin, on pouvait penser il y a 50 ans que c'est bon, c'était réglé, on avait enfin compris les mécanismes de l'évolution. Eh bien, aujourd'hui, elle est terriblement contestée parce que de toute façon, il est évident que le hasard des mutations n'a rien à faire dans le fait d'arriver à construire cette... malheureusement, on la considère comme une machine biologique, mais enfin, cette machine biologique absolument extraordinaire qui est le corps humain. Toute cette génétique qui ressemble plus au programme d'un ordinateur, j'ai pas dit ça, hein, mais à quelque chose qui pourrait advenir par hasard. Donc la théorie de Darwin est fausse. Donc l'idée que c'est devenu de la pensée magique. Voilà. L'idée que la conscience pourrait être le produit du cerveau, eh bien, ça fait des décennies que des chercheurs tout à fait sérieux travaillent sur des théories pour essayer de comprendre comment peut émerger la conscience, mais il n'y a rien à faire. Et donc, on s'aperçoit que finalement, on est petit à petit en train de passer dans un nouveau paradigme où il faudrait remettre la conscience au premier plan. Et là, je ne peux pas vous faire une conférence là-dessus. Il y a un scientifique plutôt philosophe, très réputé sur le plan international qui s'appelle Bernardo Kastrup, qui a écrit pas mal de livres, dont certains sont traduit en français. Il l'a écrit aussi dans le Scientific American pour montrer que le matérialiste était complètement absurde. Et bon, c'est tout simplement, pour le résumer, c'est tout simplement de dire que il ne peut pas y avoir de conscience de matière, pardon, sans conscience de cette matière. Donc il y a lieu de mettre en premier la conscience et après la matière. C'est d'arriver à comprendre que la matière est une propriété de la conscience. Et ce qui nous invite à comprendre ça en physique, c'est le fait que les physiciens détruisent les notions de matière, non seulement de temps, mais aussi de matière et d'espace. Voilà. Et là, il y a un créneau particulier qui est celui que j'ai pris pour arriver à comprendre pourquoi la conscience, petit à petit, pour aller vers cette compréhension de comment la conscience peut avoir cette propriété extraordinaire qui est de nous permettre de configurer notre futur. Alors, est-ce que c'est... J'ai pas insisté sur tous les dogmes.
Bon, je vais juste résumer ça. On avait dit qu'il faut d'abord casser avant de reconstruire. Euh, je vous ai juste parlé de 3 croyances scientifiques qui sont devenues de la pensée magique. Et il y en a plein d'autres. Euh, je résume simplement ça en disant que la physique, elle a renié ces 4 dogmes, enfin au moins 3 sur 4. Elle a renié le déterminisme, parce que la mécanique quantique apparaît indéterministe, que aussi à travers les phénomènes chaotiques, on s'aperçoit qu'il y aurait un certain indéterminisme. Alors, les matérialistes se débattent avec ça en inventant des théories qui sont encore plus absurdes, comme la théorie du multivers, dans lequel nous aurions des myriades de doubles conscients de nous-mêmes. C'est-à-dire qu'il y aurait des consciences dans toutes les trajectoires possibles de notre GPS. Bon. Euh, et donc la causalité, enfin, le matérialisme, la physique aussi, ne peut plus rester dans le matérialisme. La matière, c'est quoi? C'est des ondes et des particules. Les équations ont besoin d'ondes et particules. À partir de ça, on peut décrire tout l'univers bloc, mais on oublie que le vide a une action sur le réel à travers, par exemple, les découvertes au tournant du 21e siècle à ce sujet, ou tout simplement le fait que le boson de Higgs, la découverte du boson de Higgs, nous amène à considérer que le vide contient une immense énergie composée de particules virtuelles, analogue selon Higgs lui-même à de la neige qui pourrait ralentir des trajectoires, enfin, des choses comme ça. Donc le vide aurait bien une action sur le réel, et de toute façon, les physiciens ont modélisé le vide et on calculait même son énergie, et ça pourrait être une énergie qui serait considérablement plus importante que celle qu'on a réussi pleinement, et encore on n'est pas sûr à identifier. Je parle de l'énergie noire. Bon. Donc, en fait, à cause du vide, la matérialité est remise en question, le déterminisme est remis en question, le hasard qu'introduit la physique, et ça, c'est franchement ésotérique d'introduire un hasard fondamental en physique. Tant qu'on fonctionnait avec un hasard dû à notre ignorance des causes, ok. Mais là, on est sur du hasard, même dont Einstein refusait en disant mais c'est comme un dieu qui joue au dé, votre hasard. Donc finalement, en fait, aujourd'hui, et je ne suis pas le seul physicien à le dire, je suis même le dernier des physiciens à le dire, la physique est complètement en crise parce qu'elle n'arrive pas à évoluer à partir de ces dogmes causalité, déterminisme, hasard et matérialisme. Elle n'arrive pas à évoluer, ça bloque tout, ça empêche de comprendre comment résoudre les deux principes, comment concilier les deux principales théories les mieux vérifiées par l'expérience, la mécanique quantique et la relativité générale. Et on ne comprend pas l'énergie noire, la matière noire, le manque d'antimatière, etc. Il y a tout un tas de... La physique est complètement en crise, les physiciens le reconnaissent. Et on est au bord d'un basculement. Voilà. Et c'est là que je propose, je ne suis pas le seul physicien sur la planète, attention, à parler de physique de la conscience. Le premier, c'est Roger Penrose, qui est devenu prix Nobel récemment pour ses travaux sur les trous noirs, prix Nobel de physique, et qui a, pendant des décennies, et notamment en collaboration avec Stephen Hawking, fait considérablement avancer la physique, qui est peut-être, certains physiciens français le considèrent probablement comme le plus brillant de tous les physiciens de la planète. Penrose a introduit au siècle dernier, à la fin du siècle dernier, sa théorie de la conscience quantique, qui considère que la conscience émerge de la réduction des états quantiques dans le cerveau, notamment dans les microtubules, mais il y a plein d'autres. Il pourrait y avoir les canaux ioniques, etc. Et selon moi, d'ailleurs, ça s'étend à tout ce que peut faire la conscience dans le futur immédiat. Selon moi, je le dis, mais ça, j'aurais pas le temps de le développer, il faut considérer la conscience comme liée à une certaine épaisseur de temps à partir du présent. Voilà. Et donc, il y a beaucoup plus de quantique qu'il n'y paraît,
Et voilà. Je vais quand même dire quelque chose de fondamental. Là, vraiment, un point clé. L'espace, le temps et la matière sont complètement remis en question par la physique. L'espace, il est troué, il est pixelisé, il est en vibration, il est non local. Déjà, rien qu'en vibration, ou rien que non local, fait que l'espace ne peut plus être de l'espace. En plus, il y a ce modèle holographique qui fascine autant les physiciens aujourd'hui, qui nous invite à considérer que finalement, nous pourrions vivre dans un univers holographique et que ce serait la conscience qui pourrait faire ce travail qui consiste à transformer un univers d'information qui n'a rien à voir avec le réel perçu en réel perçu, via une sorte de transformation holographique. Bon, tout ça, ce sont que des idées. Mais il y a une idée très forte qui consiste à faire le constat que, après tout, qu'est-ce que c'est que le réel ? Eh bien, c'est composé de trois choses. Alors, vous avez des objets qui sont faits de matière. Et puis, vous avez l'espace à l'intérieur duquel sont contenus tous ces objets. Mais ce n'est pas tout. Vous avez la conscience de tous les objets. Vous avez la conscience de tous les objets. Et cette conscience fabrique elle-même un espace. Surtout si vous pensez que la conscience est le produit du cerveau, vous ne confondez pas l'espace construit par la conscience et l'espace réel. Vous pensez qu'il existe un espace réel et vous distinguez bien l'espace qui est construit par la conscience, et ceci d'autant plus que dans vos rêves, vous voyez bien que le cerveau ou la conscience construisent l'espace du rêve. Donc on a bien trois choses différentes. Eh bien en fait, la physique nous invite à penser que l'espace n'existe pas. En fait, c'est logique, il ne sert à rien. À partir du moment où vous avez la conscience des objets, vous avez la fabrication de l'espace global. Par l'espace, l'univers me comprend et m'engloutit comme un point. Par la pensée, je le comprends. Citation issue des Pensées de Blaise Pascal, philosophe, mathématicien et physicien de 1660. Mais ces considérations remontent à beaucoup plus loin dans le temps, puisqu'on les trouve dans les textes fondateurs de l'hindouisme, les Védas, qui datent d'il y a plus de 7000 ans, et dans lesquels l'être unique, qui est la conscience cosmique absolue, a manifesté le monde matériel de l'espace et du temps comme une émanation de sa pensée. Et il sera anodin de noter qu'une statue de Shiva a été posée à l'entrée du CERN, là où se trouve le collisionneur de particules. À partir du moment où vous avez la conscience des objets, vous avez la fabrication de l'espace global. Alors il faut simplement différencier conscience individuelle et conscience collective. Conscience individuelle, c'est la conscience que vous avez, par exemple, durant vos rêves. Je parle de rêves réalistes, ceux où on se réveille le matin, on se demande quelle est la vraie réalité. Et vous avez la conscience collective, et ça ne pose pas de problème, le fait qu'elle soit collective. Imaginez que nous ayons chacun une bulle individuelle de conscience, on l'a, puisqu'on l'a dans les rêves, et que notre réalité est ce qui fabrique collectivement, qui réunit toutes nos bulles de conscience pour fabriquer une seule bulle, qui du coup est beaucoup plus rigide, qui paraît beaucoup plus tangible, parce qu'elle accumule des milliards, peut-être de milliards, et pas forcément que des êtres humains, de point de vue d'observateurs de la réalité. C'est-à-dire que ce sont simplement les myriades d'observateurs de la réalité qui construisent notre espace global. Et on n'a pas besoin de créer d'un autre espace. Et en plus, ça permet de mieux comprendre les bugs de l'espace de la physique. Et en plus, de grands physiciens tels que Carlo Rovelli, qui travaillent sur ce qu'on appelle la gravité quantique, mais je ne veux pas vous embêter avec ça, nous disent qu'il faut aller vers une théorie qui élimine l'espace et la matière, parce que l'espace et la matière seraient émergents. Le temps, mais la matière aussi, du fait, parce que la matière serait réduite à de l'information vibratoire. Bon.
Autre rappel important, toutes les traditions spirituelles sur les 5 continents partent du principe que l'univers a été créé et est sous-tendu par la vibration, le verbe. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il faut partir. Enfin, ce nouveau concept consiste à considérer comme plus rationnel que le paradigme dans lequel nous vivons et qui nous emmène dans un mur, le nouveau paradigme dans lequel l'espace, c'est l'espace de notre conscience collective. On pensait, dans toute l'histoire scientifique, depuis des siècles, que le futur était en train de se créer là, maintenant. En fait, c'est depuis la science, depuis les premières équations, parce que c'est l'usage d'équations qui nous impose cette idée que le futur est en train de se construire là, maintenant. Parce qu'auparavant, on pouvait penser toutes sortes de choses. On pouvait être fataliste en pensant que le futur était déjà là et qu'on ne pouvait rien changer. On pouvait être aussi toutes sortes de formes. La question étant de savoir si le futur est déjà là. Eh bien, ça pose a priori un problème au libre arbitre. Voilà. Est-ce qu'on a un libre arbitre malgré le fait que le futur pourrait être déjà réalisé? Voilà la question. Mais d'abord, d'où vient cette idée que le futur pourrait être déjà là? Alors ça vient de la physique, par contre. Il y a même un modèle, une théorie en physique, qui nous vient d'Einstein, qui est la théorie de l'univers bloc, qui est issue de la relativité, restreinte puis générale. Et cette théorie nous impose un futur encore là, un futur déjà là, et une impossibilité de localiser le présent. Parce que on a un problème avec le présent, en théorie de la relativité. Il n'existe aucun moyen de tenir compte des distances et des vitesses entre différents repères se déplaçant les uns par rapport aux autres pour en déduire un présent qui serait commun pour tous. Il n'existe absolument aucun moyen. Et cela fait dire, et tous les physiciens sont d'accord là-dessus, cela aboutit à la conclusion que le présent n'a pas de sens physique. Il n'y a absolument rien en physique, sauf peut-être, et encore d'une manière incertaine, un mot un peu barbare qu'on appelle la décohérence, mais bon, on en reparlera peut-être plus tard. Enfin, a priori, il n'y a rien de clair qui nous permette de définir le présent en physique. Il faut considérer le temps comme le futur et le passé comme des lieux géographiques. C'est-à-dire que la physique spatialise tellement le temps qu'on en vient à penser cela. Et puis d'autres aspects, par exemple en mécanique quantique, bien que les mécaniciens quantiques aient plutôt traditionnellement, du fait de leurs équations qui intègrent le temps, tendance à penser que le futur n'existe pas encore, en réalité, on s'aperçoit qu'en mécanique quantique, vous avez des expériences qui vous montrent que les particules sont insensibles non seulement à l'espace, mais au temps. C'est-à-dire qu'une particule peut-être, en quelque sorte, peut exister simultanément en tout point du temps. Donc, ce qui laisse, et on parle même de rétrocausalité quantique, c'est-à-dire d'un événement quantique observé dans le futur qui pourrait avoir une action sur une observation dans le présent, par exemple. Donc, et il y a d'autres aspects. Bon, stop, on arrête là pour ce qui concerne, ça c'est la base. Dans quelle catégorie on classe ce que nous sommes en train de vivre, si ce n'est pas du présent? Alors, justement, Étienne Klein, d'ailleurs, il l'a bien précisé, on ne sait pas interpréter le temps et on peut se demander si c'est une affaire de physicien. D'accord ? Il y a eu un colloque en 2018 auquel j'ai participé, qui a réuni toutes sortes de spécialistes à Nice, je crois, qui s'appelait l'ère du temps, qui a réuni toutes sortes de spécialistes pour essayer à définir qu'est-ce que c'est que le présent. Et en physique, rien ne nous amène à considérer l'existence du présent.
Et le présent n'est présent que pour notre conscience. Donc l'image du GPS est très bonne pour arriver à comprendre comment le futur peut à la fois être déjà réalisé et changer, et pour comprendre le mécanisme par lequel ça passe. C'est-à-dire qu'en réalité, il y a bel et bien, malgré tout, un certain déterminisme, et la causalité et le déterminisme qui sont des fondements de la science, hein, mais qui ne sont pas tout à fait absolus, définissent bien notre futur immédiat à vivre, un peu comme le tronc d'un arbre, et on peut rien y changer là, parce qu'on n'a pas le temps peut-être de voir les bifurcations qui se présentent. Ensuite, vous avez un multivers de possibilités, et au-delà de ce multivers, tout serait possible. Et donc, si vous arrivez à investir dans le tout possible, je ne sais pas, un rêve de vie, n'importe quoi, une intention, quelque chose d'authentique et si possible qui correspond à un futur possible. Et là, je vais vous expliquer comment c'est possible, de savoir d'avance qu'un futur est possible. À ce moment-là, donc, vous avez un futur actuel qui vous emmène par là, et ce nouveau futur que vous avez potentialisé, donc via la conscience, on va voir ce que ça veut dire, la conscience, va chercher un chemin, exactement comme la trajectoire d'un GPS. Ça ne peut pas être direct. Il faut obligatoirement que ça passe par certaines bifurcations. Comme vous êtes en voiture, pour aller d'une ville à un autre, vous empruntez un itinéraire, puis si à un moment donné vous changez de destination, pendant un certain temps, vous allez continuer de faire exactement le même trajet, jusqu'à rencontrer là où les routes qui vont vous amener vers cette nouvelle destination. Eh bien, dans la vie, je vous propose de penser que c'est comme ça que ça fonctionne. Article du magazine Science et Avenir, une toile cosmique tissée au fin fond de l'univers. C'était il y a plus de 10 milliards d'années et l'univers encore jeune commençait à s'activer. De cette époque lointaine nous est parvenue l'image inédite d'une toile de filaments de gaz où sont nées les galaxies, jetant un nouvel éclairage sur leur histoire. Et ce nouveau futur que vous avez potentialisé, donc via la conscience, on va voir ce que ça veut dire, la conscience, va chercher un chemin. Eh bien, dans la vie, je vous propose de penser que c'est comme ça que ça fonctionne. Et c'est là une des raisons pour lesquelles, d'ailleurs, on ne se rend pas compte de l'impact de nos pensées et de nos émotions, parce qu'on verra que c'est lié. Ce nouveau concept,